Bonjour. Oula, pas que je parle trop fort. C'est au cas où quelqu'un dormirait, mais je vois que vous êtes tous éveillés et prêts à nous écouter. On va essayer de ne pas vous décevoir. Je suis Philippe Lecor de Asia Society France. Je suis ravi de vous accueillir et d'être le modérateur de cette table ronde. Et juste un mot sur Asia Society, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. C'est en fait un réseau de centres sur l'Asie. Il y en a 16 dans le monde, dont un en France depuis un peu moins de 2 ans, qui organise des activités dans 3 domaines, la culture, les arts, l'éducation et ce qu'on appelle le policy, c'est-à-dire la recherche, la politique, un petit peu ce que certains d'entre nous autour de cette table font. Donc vous pouvez regarder le site de Asia Society France, vous pouvez regarder aussi toutes les Asia Society du monde, il y en a beaucoup en Asie, aux Philippines, en Corée, au Japon, en Australie, etc. Et vous verrez la richesse de cette organisation. Donc nous sommes ravis cette année de faire partie du Forum pour la paix, Forum Normandie pour la paix. Alors, on va parler de l'Inde. Et ayant écouté Bertrand Badi, dont l'ombre plane au-dessus de ce forum, avec beaucoup de sympathie et de gentillesse et surtout de brio. Sa théorie sur la sociologie du monde ne m'a pas échappé, dont il parlait ce matin en plénière, et je crois qu'il n'y a pas de meilleur cas que l'Inde pour évoquer l'aspect, je dirais l'aspect social, l'aspect humain des relations internationales et, disons, les différentes déclinaisons de la sociologie du monde. Alors l'Inde, il y a 3 aspects, à mon avis. Il y en a beaucoup, mais il y en a au moins 3 qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Il y a d'abord l'aspect international. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu beaucoup de sommets ces derniers temps, cet été. Il y a toujours beaucoup de sommets, mais il y en a eu 2 qui ont été particulièrement marquants. Il y a eu le sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et il y a eu le sommet du G20 qui s'est tenu à New Delhi, en Inde. Alors, dans un des cas, vous aviez le président chinois, et dans l'autre, il n'y avait pas le président chinois. Donc, rien que ça, c'est une information intéressante par rapport à la redistribution des cartes et par rapport au fait que vous avez quand même le BRICS qui s'est élargi, en présence notamment du président chinois. C'est un élément important. En revanche, au G20, en Inde, le président chinois, Xi Jinping, n'a pas participé. Alors, c'est peut-être un peu une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre indien, M. Modi, mais il y a eu aussi beaucoup de bonnes nouvelles pour lui internationalement. D'abord, il est allé aux États-Unis, il est venu en France en mois de juillet. Vous avez peut-être noté qu'il était l'invité d'honneur du 14 juillet, du défilé du 14 juillet, qu'il y avait des troupes indiennes qui ont défilé, on y reviendra. Et puis globalement, la diplomatie indienne est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors on en parle aussi parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a les relations entre l'Inde et la Russie, notamment des achats d'armement, des relations de longue date entre l'armée indienne et l'armée, en tout cas les fournisseurs d'armement russes. Et puis il y a aussi la redistribution des cartes dans ce qu'on appelle maintenant l'Indo-Pacifique, qui est en fait une région très large qui comprend l'océan Indien et l'océan Pacifique, dans lequel plusieurs acteurs jouent un rôle clé, notamment les États-Unis, qui sont une puissance du Pacifique, mais aussi l'Australie, le Japon et bien sûr l'Inde, et même la France qui a une stratégie Indo-Pacifique. Donc tout ça fait qu'il se passe énormément de choses dans cette région, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Il y a des exercices militaires qui se font. Il y a des bruits de bottes qui se font entendre régulièrement, notamment aux abords du détroit de Taïwan, également en mer de Chine. Et l'Inde n'est pas absente de ce jeu. Et je dirais même qu'il y a aussi des problèmes entre l'Inde et certains pays occidentaux. Je pense en particulier au Canada, puisque vous avez peut-être suivi la crise diplomatique qui n'est pas terminée entre l'Inde et le Canada, suite à l'assassinat de M. Nijjar, un citoyen canadien de confession sikh qui a été tué le 18 juin en Colombie-Britannique, au Canada.
Le deuxième aspect, c'est la politique intérieure indienne. Et il se trouve qu'on a bien choisi notre sujet parce que dans quelques mois auront lieu les élections nationales en Inde en 2024. Alors, qu'en sera-t-il de la majorité absolue du BJP, le parti de M. Modi? Quelles sont les alternatives? Il y a une coalition de 28 partis qui s'est mise en place, qui s'appelle INDIA, c'est pratique, ça m'évite d'épeler le nom des 28 partis, je ne sais pas si certains les connaissent, mais en tout cas, ces élections vont être un moment important pour faire un état des lieux de la démocratie indienne, dont certains disent qu'elle est menacée et que les droits de l'homme ne sont pas aussi respectés qu'ils ne l'étaient dans ce pays sous la gouverne de M. Modi. Le troisième aspect, j'en reviens à ce que disait Bertrand Badi, c'est la société, c'est l'économie indienne. L'Inde apparemment a bien géré l'épidémie, la sortie de crise, mais il y a des problèmes économiques, il y a une inflation, notamment dans l'alimentation, et apparemment l'image du gouvernement pâtit de ces résultats économiques décevants. Et la cote de popularité du gouvernement a également pâti de cette situation. Donc pour discuter de ça, on a trois stars autour de moi. Moi, je ne suis qu'un modeste modérateur. Et si vous le voulez bien, pour faciliter les échanges entre nous, je vais parler anglais, je vais passer à l'anglais. Et j'essaierai, alors s'il y a des questions, bien entendu, vous pourrez les poser en français. Mais pour qu'on puisse discuter entre nous et ne pas passer d'une langue à l'autre, ce qui serait un petit peu compliqué. Alors ceci dit, Christophe Jaffrelot parlera français dans ses remarques préliminaires parce qu'on est en France et qu'on a la chance d'avoir un des grands experts de l'Inde en France avec nous. En France et en Europe d'ailleurs. Alors, je présente rapidement, donc en anglais, les intervenants. First, Archana Chandari, welcome. You were born in Mumbai. Vous êtes né à Mumbai, vous êtes journaliste financière, vous avez fait des études de commerce et de journalisme, vous avez gagné de nombreux prix. C'est la première fois que vous êtes en France, donc bienvenue en France, bienvenue à Caen. Et vous vous spécialisez dans l'économie ou dans les enjeux économiques et les enjeux de société, les droits des femmes notamment. C'est un sujet sur lequel on adorerait vous entendre. Et vous travaillez sur un livre sur les polycrises dans l'Himalaya indien. Là aussi, un autre sujet extrêmement intéressant. Christophe Jaffrelot, qui est donc chercheur à Sciences Po Paris. C'est également un professeur sur la politique indienne à King's College à Londres, à l'India Institute, et donc professeur de sciences politiques et qui a passé du temps à Carnegie aux États-Unis. Et Christophe est impliqué dans l'Asia Society, je pense que tu fais partie du conseil consultatif. Et son dernier livre s'appelle donc le Modi, comment le nationalisme hindou change l'Inde. Et enfin, le professeur Raja Mohan, qui est également membre de l'Asia Society, qui travaille donc au Policy Institute à New Delhi, en Inde. Il a été donc professeur invité à la librairie du Congrès. Il a fait partie du conseil consultatif sur la sécurité indienne. Il a dirigé le chapitre indien, la partie indienne de la conférence sur la recherche de Pungwash. Et il écrit dans l'India Express. Et il a écrit dans The Hindu, le grand quotidien indien. Donc ravi que vous soyez là, professeur Mohan. Je commencerai avec vous, si je puis me permettre. Et je voulais vous demander quel est votre sentiment sur le G20, ce qui s'est passé à Delhi avec l'absence du président Xi, ce qui était un peu au détriment de la politique extérieure de Modi. Est-ce que le profil de l'Inde, très très élevé, très très positif après tous ces événements,
les visites dont j'ai parlé et comment, voilà, comment anticiper cette politique extérieure par rapport aux élections. Merci de m'inviter, Philippe. Je suis ravi d'être ici dans ce cadre magnifique et dans cette ville historique dont j'ai tant entendu parler, d'être en Normandie. C'est un vrai honneur, en particulier à la veille du 4e anniversaire. Quelques mots sur l'Inde en tant que nouvelle superpuissance, entre guillemets. Il y a une histoire d'Henry Kissinger qui rencontrait Deng Xiaoping, qui était donc le chef de la Chine à l'époque. Il a dit « La Chine sera le 2e pays du monde très bientôt ». Et Deng a répondu à Kissinger « Non, laissez-moi 50 ans, je ne veux pas être numéro 2, parce qu'être numéro 2, ça implique un certain nombre de complications aussi. » Et ce sentiment, jusque Deng disait, de devenir une superpuissance trop tôt, c'est quelque chose qui a eu des coûts pour la Chine. Et on a vu au niveau de l'histoire un certain nombre de pays qui ont émergé, le Japon, l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe peut-être à un moment, dans les années 90, et la Chine. Je pense que l'Inde est très très loin du compte pour devenir la 2e puissance mondiale. L'Inde, c'est la 5e puissance économique du monde. Mais le revenu par tête et par habitant est encore très 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 bas. Mais voilà, l'Inde peut avoir un programme lunaire, par exemple, d'exploration lunaire. Même si les revenus par habitant ne peuvent pas le faire. Il y a que le revenu moyen, c'est $2000 par an et par habitant, alors que Singapour, qui a des revenus par habitant beaucoup plus élevés, ne peut pas avoir un programme lunaire parce qu'il n'y a pas cette échelle-là du pays. Mais comment utiliser cette taille du pays pour accélérer la prospérité des habitants de l'Inde? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et pour renforcer la position indienne dans le système international. Donc c'est une trajectoire qui ne fait que commencer et appeler l'Inde une superpuissance à ce stade serait prématuré. Mais par rapport à la question précise que m'a posée Philippe, comme l'Inde a un poids relatif dans le système international qui continue à grandir, donc la 5e économie du monde notamment, ça donne un certain nombre d'avantages à l'Inde. Le fait que son économie est aussi l'économie à la plus rapide croissance du monde, ça a créé des conditions pour que c'est un pays qui attire de plus en plus de capitaux occidentaux. Et donc l'Inde a des relations de plus en plus positives avec les États-Unis, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que pendant très très longtemps, la plus grande partie du XXe siècle, l'Inde était en conflit avec l'Occident. Mais aujourd'hui, on a de très bonnes relations avec les États-Unis, des relations qui se développent avec l'Europe, avec les pays anglo-saxons, avec le Japon également, qui est un partenaire de l'Ouest, de l'Occident. Donc des capacités économiques sont en train d'émerger, des relations politiques qui s'améliorent avec l'Occident et des capacités technologiques quand on se tourne vers l'avenir par rapport au développement technologique, au niveau du numérique, etc. Et sur ce plan-là, l'Inde sera un participant très très important au niveau technologique. Mais ceci dit, ce qui s'est passé pendant le G20 et la réunion des BRICS, je suis très sceptique de ces réunions multilatérales et semi-multilatéraux. Voilà, c'est juste des endroits où on discute, mais il ne se passe pas forcément grand-chose. Et je ne suis pas sûr qu'on s'en souvienne dans l'avenir. Mais ce qui s'est passé, le président Poutine n'était présent à aucun de ces 2 sommets, il n'a pas pu venir. Et Xi Jinping est venu au BRICS, mais pas au G20. Mais ce qu'on a vu pour la première fois, c'est en fait une forme de déchéance, de décadence, quelque part, de ces institutions, si vous voulez, multilatérales qui sont apparues depuis la chute de l'Union soviétique, en fait. À cause de on a vu, après la crise financière de 2008, un certain nombre de pouvoirs qui se sont rassemblés, etc. Mais ce cadre dans lequel ces grandes puissances se sont rencontrées n'existe plus.
parce que les États-Unis et la Chine sont dans un conflit économique, et c'est quelque chose qui est irréversible. Et la Chine et les États-Unis sont en train de retracer, de refaire les règles des relations internationales. Et le G20 ne peut plus être ce qu'il était. Et donc le défi pour le G20 aujourd'hui, c'est comment gérer ces contradictions, plutôt que de produire des solutions collectives. Et la guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, a rendu les choses encore plus difficiles pour avoir une compréhension, un accord politique entre les puissances principales. Donc le triomphe du G20 en Inde, quelque part, c'était s'assurer que ce sommet se déroule, aille jusqu'au bout, quelque part, ne s'effondre pas. Voilà. Et donc ça, on peut rendre hommage aux pays occidentaux qui ont adouci leur position sur l'Ukraine pour s'assurer qu'il y ait une forme de compréhension entre les parties. Donc ça, c'est la situation du G20. Sur les BRICS, l'expansion des BRICS, beaucoup de gens ont peur des BRICS parce que c'est un peu presque les barbares qui sont aux frontières de l'Europe, quelque part pour l'Occident. Mais certains en Occident se disent, oh là là, il y a une sorte de coalition qui est en train de monter pour vaincre l'Occident. C'est pas ce qui se passe. Ce qu'on a vu dans les BRICS, c'est une expansion, mais les contradictions, les différends entre les BRICS, entre la Chine et l'Inde en particulier, sont si profondes que l'idée que ce sera une organisation cohérente, c'est comme un... Voilà. C'est pas quelque chose, qui... Le fait qu'il y ait beaucoup plus de pays dans les BRICS ne les rend pas plus puissants. Et ça inclut même le fait qu'il y ait des dissensions dans ce groupe-là, entre la Russie et l'Inde, par exemple, entre l'Inde et la Chine, je le disais. Donc les BRICS seront encore plus quelque chose qui n'est simplement le siège de discussion vide que le G20. Donc voilà. Mais ce qui se passe au niveau multilatéral, mais voilà, ce qui se passe dans les BRICS, c'est pas ce qui a pu se passer entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc mon sentiment, c'est que ce qu'on va voir, on va voir plus de coalitions peut-être, comme l'AUKUS, comme le CORE, comme le changement des filières commerciales aussi, de nouvelles coalitions sur la production de technologies. Et dans toutes ces choses-là, qui vont être l'Inde plus l'Occident, ou la Chine plus d'autres pays, on va avoir un rôle plus important pour l'Inde. Et donc, dans un futur proche, on va plus voir de coalitions basées sur des accords spécifiques qui vont peut-être produire des résultats multilatéraux plutôt que des choses beaucoup plus globales comme l'OMC, comme l'ONU, etc. Donc on verra de nouvelles conditions entre l'Inde et le Japon peut-être, et l'Occident, mais avec de nouvelles règles. Mais donc c'est un enjeu fondamental sur la manière dont la Terre, la planète va être organisée et la manière dont l'Inde va gérer le monde qui l'entoure. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous un peu plus tard peut-être par rapport à la politique étrangère de Modi. Passons la parole à Christophe. Je parle français puisque Christophe va parler français quand même. On fait un effort. Mais Christophe... Est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que vient de dire notre ami Raja Mohan sur la politique de Modi en Inde et comment est-ce que tu vois cet agenda électoral qui se dessine en Inde dans les mois qui viennent? Oui, je vais commencer par réagir à ce que disait Raja parce que je trouve très intéressant son analyse et on peut la connecter ensuite à la politique intérieure. Donc, un plan en deux parties comme on les aime à Sciences Po. Dans la première partie, effectivement, en termes de politique internationale, je suis tout à fait d'accord pour dire que les deux sommets qui se sont succédés, le sommet des BRICS et puis le sommet du G20, forment une séquence. Et forment une séquence qui peut-être dans quelques années sera vue comme un tournant. Un tournant au sens où quand la Chine réussit à tordre le bras du Brésil et de l'Inde pour ajouter 6 pays aux BRICS, qui doivent s'appeler autrement maintenant, eh bien, elle réussit d'abord un coup de force par rapport à 2 piliers du groupe initial, et deuxièmement, à dire « j'ai ma propre coalition internationale ». On assiste à un dédoublement de la scène internationale.
Et c'est confirmé par le fait que Xi Jinping ne vient pas au G20. C'est plus la peine. C'est plus là que ça se passe. J'ai mon propre instrument d'influence sur le Sud global, parce que le Sud global, c'est bien sûr l'enjeu. Et dans les nouveaux venus du BRICS+, il n'y a que des gens du Sud. Alors, ça pourra être un tournant un jour prochain, si on se rend compte que ça a été le moment où on a vu la bipolarisation du monde redevenir la norme. On a aujourd'hui l'idée d'un monde multipolaire. Le monde est de moins en moins multipolaire. On a deux coalitions qui sont de plus en plus structurées autour de deux grands pays qui sont en rivalité. Et cela me ramène à l'Inde, bien sûr, parce qu'un monde qui n'est pas multipolaire, c'est précisément ce que l'Inde veut éviter. Le plurilatéralisme, ce que Jay Shankar, dans son livre « Les Indian Way », appelle le plurilatéralisme, c'est cette capacité à faire des accords, jamais des alliances, mais des accords ponctuels, des partenariats ciblés avec toutes sortes de pays qui ne se parlent pas entre eux, mais avec lesquels on va parler nous. Dès lors que le monde se retrouve structuré autour de deux coalitions, ça n'est plus possible. Ça n'est plus aussi facile. Et du coup, la question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce qu'il est tenable de ne pas prendre parti ? Jusqu'où est-ce que l'Inde peut rester équidistante de pays aussi maintenant rivaux que la Chine et les États-Unis ? C'est son agenda. Elle cherche à rester multi-alignée, ou plurilatérale, comme vous voulez. La bipolarisation croissante d'un côté, l'agressivité chinoise de l'autre, qui prend des positions dans l'Himalaya, qui encercle l'Inde en mettant la main sur des pays comme Sri Lanka, et troisièmement, qui met l'Inde dans une situation économique très difficile parce qu'elle a une telle avance que l'Inde est sur la défensive. Tout ça m'amène à me demander si un jour prochain, l'Inde ne sera pas obligée de choisir son camp, en quelque sorte. Et là, si c'est le cas, on regardera 2023 comme un moment de bascule. Politique intérieure maintenant, en quelques mots. J'utilise des formules qui permettent la comparaison et du coup qui permettent de mieux voir, j'espère, ce que la dynamique de la politique intérieure indienne représente aujourd'hui. National-populisme, démocratie ethnique, autoritarisme électoral. À nouveau, ça forme un ensemble, ça forme une séquence. Et ça vous évoque tout de suite des points de comparaison, ça vous aide à comprendre où se situe l'Inde à l'échelle internationale. Le populisme est devenu, dans les années 2010-2020, le répertoire d'action politique le plus réussi, celui qui a remporté le plus de succès. Combien de présidents se sont fait élire ainsi, de Erdogan à Bolsonaro, en passant par, bien sûr, Orban, Netanyahou. La liste est très longue. Le populisme, c'est toujours la même chose. C'est un homme providentiel, un homme fort, qui rentre en relation directe avec son peuple et qui réussit à le mobiliser lors de campagnes électorales autour d'émotions fortes. Ça, c'est le populisme de gauche comme de droite, parce que j'ai cité que des leaders de droite, mais on pourrait trouver des populistes de gauche. Ce sont des gens de gauche qui ont inventé le populisme. Perón, en Argentine, dans les années d'après-guerre, le populisme est né à gauche. Mais le national-populisme, c'est la version de droite. Le peuple que défend l'homme providentiel dans le cas du national-populisme, ça n'est pas tous les citoyens. C'est le groupe ethno-religieux ou ethno-linguistique majoritaire. Netanyahou ne défend que les juifs, bien sûr. Orban lutte contre les migrants. Erdogan s'en prend aux Kurdes. La liste est toujours aussi longue. À chaque fois, le national-populiste défend les fils du sol. Et en Inde, Narendra Modi est d'abord le porte-parole de la majorité hindoue. Et d'ailleurs, on parle de majoritarisme. Vous pouvez absolument traduire national-populisme par majoritarisme. Ça fait pratiquement la même chose.
Ça donne, deuxième séquence, une fois qu'il est élu, une démocratie ethnique. Et le mot, là encore, vient d'ailleurs. La notion de démocratie ethnique est née en Israël pour définir ce qu'est Israël. Une démocratie, bien sûr. On vote. La liberté de la presse est relativement reconnue. La justice est relativement indépendante. C'est d'ailleurs pourquoi Netanyahou s'y attaque autant en ce moment. Il y a une démocratie, oui, mais pas pour tout le monde. Il y a des citoyens de seconde zone. Et on sait très bien que les citoyens arabes en Israël n'ont pas les mêmes droits que les citoyens juifs. Eh bien, on a ce modèle qui est en train de prendre corps en Inde. Peu à peu, les musulmans, voire les chrétiens, deviennent citoyens de seconde zone. Ils ne sont plus représentés dans le groupe parlementaire majoritaire à la Chambre basse, 0. Ils n'ont pas non plus de porte-parole dans la plupart des institutions de l'Inde actuelle. Et on assiste à des formes de violence ciblée, de lynchage notamment, et de ghettoisation. La violence conduit toujours à la ghettoisation. La violence fait que quand on est minoritaire, on quitte la poche que l'on habite pour rejoindre un quartier ou plus une ville qui est plus sûre. Démocratie ethnique. Mais démocratie quand même. Et c'est le troisième temps de cette séquence, enfin de cette rapide description. L'Inde reste une démocratie électorale. On vote tous les 5 ans pour le gouvernement central et puis, dans chacun des États, pour les gouvernements régionaux. Alors, on a gardé cette dimension que j'appelle démotique. Le démos continue à décider qui gouverne. Et ça va de pair avec le populisme. Le populiste ne peut être populaire que s'il a le mandat qui vient des urnes. Il lui faut passer devant les électeurs. Mais sans prendre trop de risques et sans prendre le risque de perdre surtout. Et donc vous avez ce que j'appelle un autoritarisme électoral au sens où la compétition est biaisée à 2 niveaux. Premièrement, l'argent, qui est tellement utile pour mener une campagne électorale, coule à flot du côté du parti majoritaire et se fait rare du côté de l'opposition. Un grand déséquilibre. En 2019, les estimations les plus fiables indiquaient que le parti du Premier ministre sortant, Narendra Modi, avait dépensé 3,5 milliards de dollars pour la campagne. Ce qui est effectivement crédible lorsqu'on voit l'ampleur du dispositif mis en place. L'argent fait qu'on n'est pas sur un even playing field, comme on dit en anglais. La compétition n'est pas équitable. Deuxièmement, la couverture médiatique. Quand les médias sont de plus en plus la propriété d'oligarques amis du pouvoir, et Dieu sait si les télévisions passent les unes après les autres dans l'escarcelle de quelques hommes, alors la couverture d'une campagne électorale n'est pas équitable. Et on a un prime time qui est évidemment mobilisé par certains. Mais on vote quand même. Et je terminerai par un mot d'actualité, puisque tu l'as dit, Philippe, on rentre dans un cycle électoral en Inde, et il est très intéressant, ce cycle électoral. Tout comme Erdogan a failli perdre, ou en tout cas, pour la première fois, n'a pas gagné au premier tour. Ce qui a déjà été un succès pour l'opposition turque. Et tout comme Netanyahou a perdu avant de regagner le pouvoir, on voit en Inde le même phénomène. Tous les partis d'opposition se mettent ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé en Turquie, c'est exactement ce qui s'est passé en Israël. Face à un homme fort qui monopolise tellement le pouvoir, il faut tous se mettre ensemble parce que c'est existentiel. C'est la survie même de son parti qui est en cause. Et donc pour la première fois, depuis très longtemps, depuis 1977 en fait, tous les partis d'opposition ou presque ont formé une coalition qui, comme tu l'as dit, regroupe 28 partis et qui fait peur au pouvoir actuel, clairement. Il y a de la fébrilité du côté du pouvoir actuel. Alors pas seulement parce qu'il y a des élections générales au printemps prochain, mais parce qu'il y a des élections régionales dans plusieurs États très importants, 4 en particulier, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh et Telangana, dans quelques semaines, dans quelques mois, en décembre. Et il n'est pas impossible que ce soit à nouveau un moment difficile pour le BJP. Je dis à nouveau parce qu'au printemps dernier, le BJP a déjà perdu le Karnataka,
qui était un État très important, avec Bangalore pour capitale, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux. Alors, on en est là. On est à un moment où, effectivement, en dépit de toutes les restrictions, de toutes les inégalités que j'ai citées, l'alternance est de l'ordre du possible. Simplement, et là c'est vraiment le mot de la fin, on a vu parfois les oppositions reprendre le pouvoir, mais ne pas réussir à faire marche arrière sur l'essentiel des transformations qui ont eu lieu. Et mon inquiétude, c'est que garder le pouvoir aujourd'hui, gagner et garder le pouvoir aujourd'hui, ne sera pas suffisant pour ramener l'Inde au multiculturalisme d'antan, aux formes de liberté d'expression d'antan, parce que contrôler la rue, contrôler la société, c'est précisément une des choses que les nationalistes hindous font très bien et continueront sans doute de faire, même s'ils n'ont plus le pouvoir politique. Ça nous amène à la société. Quelle transition! Thank you very much. So, Archana, let me turn to you now. Merci beaucoup, I hope you can react to Archana. some of the provocative comments Maintenant, made je by m'adresse à Professor vous. Jaffalo. J'espère que vous pouvez réagir aux commentaires provocateurs du professeur Jaffalo. Maintenant, en tant que quelqu'un d'Inde, peut-être vous pouvez répondre. Et j'avais parlé de la société dont le professeur Badi a parlé. L'Inde est le champion de la société civile. Et des gens comme moi qui allons souvent en Inde, on voit que l'opinion politique est très importante et peut jouer un rôle important lors des élections. Et on voit qu'il y a beaucoup qui se passe en Inde en ce moment. Donc, et la politique étrangère évolue. Je suis d'accord. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je suis ravie d'entendre autant d'idées excellentes et de voir autant de jeunes gens intelligents et curieux. Donc, je suis ravie d'être ici. Donc, ce que vous dites est exact. L'Inde a cette culture. Il y a un livre qui parle du fait que les Indiens aiment donner leurs avis, on aime être vus, visibles, on aime que les autres nous entendent. Et j'ai entendu ce que Christophe a dit et je suis d'accord sur certaines choses, mais il semblerait que les temps sont compliqués et chaque gouvernement a sa façon de fonctionner. Et comme en tant que journaliste économique, peu importe ce que vous faites, des politiques que vous allez établir, si les gens ne sont pas confortables, on ne va pas vous réélire. On a vu ça en 2004. On avait un gouvernement très puissant, soi-disant. C'était un gouvernement de droite qui semblait bien ancré, mais les gens n'étaient pas satisfaits d'un point de vue économique. Ceci dit, vu la position d'Inde, on est à un tournant très intéressant. Si on parle même de la société ou de l'économie, même ou de la géopolitique, c'est un moment très intéressant. Et je suis formée pour regarder les choses soit comme des occasions, des opportunités ou des menaces en tant que journaliste économique. Et moi, je peux vous dire qu'il y a trois choses qui fonctionnent. D'abord, nous sommes l'économie qui est en train de croître le plus rapidement en ce moment et nous gérons, et ça à travers la pandémie, l'économie a été quand même en croissance et on a un rôle d'équilibrateur, si vous voulez. Donc, c'est très important de toujours maintenir cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a une population très jeune, donc on a besoin d'emplois. On a besoin de créer des emplois pour notre jeunesse.
Et nous sommes déjà une main-d'œuvre très importante pour tout le monde. Maintenant, on veut devenir l'usine du monde. Donc, il y a des révolutions. On veut être des concurrents sur le marché mondial et on voit que la Chine cède certaines parts du marché et on voit ça. Il y a un glissement en arrière par la Chine en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et l'Inde est bien positionnée pour reprendre une partie de cette part de marché de chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a des choses qu'on fait bien. Il y a le facteur démographique. Je crois que nous sommes la deuxième nation anglophone au monde après les États-Unis. Ça marche en faveur. On a beaucoup de gens très bien instruits et on a beaucoup de femmes qui sont inscrites pour les études supérieures. Tout ça marche en notre faveur. Voilà où nous avons des points forts et on peut profiter de ceci. En termes de politique, on fait ce qu'il faut pour le changement climatique. On a décidé que, en ce qui concerne au moins la direction officielle, on tente de s'assurer qu'on va être plus dépendant des ressources, des sources d'énergie renouvelables pour avoir une transition juste. Voilà les côtés positifs. Mais on a aussi des menaces. Et donc, en ce qui concerne la démographie, si on ne peut pas créer des emplois d'ici 2040, on verra qu'il y aura beaucoup de gens qui ont plus de 59 ans et il y aura beaucoup plus d'inégalités dans la société. Les revenus augmentent, oui, mais ce n'est pas égal. Il y a des gens qui s'enrichissent et d'autres qui ne peuvent pas tenir le rythme. Et ceci constitue une menace majeure. En ce qui concerne notre démographie, on parle des questions de démographie et de société. On voit que les femmes perdent du terrain sur le marché du travail. En 2000, un tiers des femmes actives ne se retrouvaient plus sur le marché du travail. Et en ce moment, il n'y a que 23% des femmes qui travaillent en ce moment. Et à un moment donné, c'était pire que l'Arabie saoudite. Donc, vraiment, il faut traiter cette question. Si les femmes reviennent au marché du travail, ça va rajouter 7 milliards de personnes. Je pourrais me tromper sur les chiffres, mais je sais que par un tiers, on pourrait augmenter notre PIB. Et ceci est un écart qu'il faut combler. Il y a aussi les inégalités dans la société et une démocratie doit mieux gérer ces questions. Donc, nous sommes positionnés de manière intéressante, mais on va voir où les choses vont se diriger. OK, je reviens vers vous dans quelques instants. Raja, je m'adresse à vous. Ici en Europe, la guerre en Ukraine a un impact énorme et il y a eu beaucoup de discussions lors des débats dans les plénières et les ateliers. On voit que le rôle de la Russie a été analysé de manière critique. Pourriez-vous nous dire comment le gouvernement de M. Modi gère ses relations avec la Russie et comment il travaille son image publique, parce qu'on a entendu parler de toutes les choses merveilleuses que fait l'Inde et comment ce pays se projette comme un pays de soft power et comment c'est une puissance émergente et comment expliquer comment l'Inde
gère la crise avec la Russie et l'Ukraine. Je voulais juste parler de ce que Christophe a dit. Il connaît l'Inde mieux que moi parce qu'il suit de près tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'il est devenu pessimiste par rapport à l'Inde. Il peut prendre les tendances et les extrapoler. Mais moi, je suis optimiste pour l'avenir politique de l'Inde. Christophe peut donner une clarté analytique, mais je crois que nous, en Inde, nous qui sommes des citoyens, nous n'avons pas désespéré. Oui, on a parfois un leader qui nous amène droit dans le mur. Mais Monsieur Modi, il n'est pas Xi Jinping. Lui, il doit être élu. Et il a perdu plus d'élections qu'il a gagnées. Ce n'est pas comme en Chine. Donc, il faut être patient. Ça, c'est mon deuxième point. Christophe a comparé l'Inde à la Turquie et à d'autres pays. Mais il y a un problème en Europe. On dit, ah, vous êtes ici, là-haut, et les autres sont plus bas. Mais il ne faut pas comparer l'Inde à la Turquie, mais plutôt à l'Europe et l'histoire européenne, parce que l'Europe galère toujours. Vous parlez de la Pologne, de la Hongrie, parce que cette transition vers la démocratie, ça prend du temps. Donc, je crois que à l'intérieur de l'Inde, il y a l'abus du pouvoir étatique et un besoin de reprendre le contrôle sur beaucoup de questions. Vous verrez ces questions discutées pendant les campagnes électorales, mais l'Europe ne peut pas nous juger de haut en donnant un score de votre position, parce que c'est un processus, c'est une évolution. Oui, on a des problèmes énormes, tout comme l'Europe. Nous sommes en cours de ce processus. Au lieu de nous donner des scores, je crois que ce n'est pas la bonne approche. Mais en ce qui concerne la question de la politique étrangère, je crois que l'Inde a fait son choix. L'Inde est non alignée et beaucoup plus proche de l'Occident et des États-Unis. C'est M. Modi qui a fait ce choix. C'est en partie à cause des problèmes qu'on a avec la Chine, mais aussi l'Occident a choisi l'Inde. Le président Macron, le président Bush, le président Trump, mais l'Occident voit son avenir en Asie et en se projetant vers l'avenir, a besoin de l'Inde. Et autant que l'Inde a décidé qu'elle doit avoir une collaboration avec l'Occident. Donc, c'est un choix stratégique que les deux côtés ont fait. Il y a beaucoup de questions par rapport à ces choix. Donc, en ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, ça c'est le passé de l'Inde. Peu importe ce que dit le gouvernement, parce qu'on voit que notre commerce, nos échanges ont diminué. On avait plus de commerce avec l'Union soviétique qu'avec les États-Unis. Maintenant, on a 200 milliards de dollars. Et maintenant, c'est 10 millions avec la Russie. Il y a l'approvisionnement d'armes. Et on a ça parce qu'on était coincé avec l'URSS. Mais M. Modi, il invite des pays occidentaux comme la France et il dit aux pays occidentaux, venez en Inde fabriquer des armes. Des avions seront fabriqués en Inde. Et je crois que vous allez voir, la part va voir plus de collaboration, mais ça ne peut pas se faire d'un coup sec. Et la contribution principale est le problème de la Chine.
Et là, la Russie n'est plus une solution pour nous parce que la Russie s'est rapprochée de la Chine. Et nous avons calculé. Il y a l'Ouest, il y a le Japon et les États-Unis. Et pour l'Inde, il faut gérer la Russie comme un problème. Ce n'est pas la tâche qu'on avait avec l'URSS quand on parlait de la libération nationale et l'impérialisme. Donc, pour se sécuriser économiquement, politiquement et stratégiquement, voilà, on doit trouver un équilibre avec la Chine. OK, je reviens vers Christophe. Un mot sur la visite de Modi en France. Pourquoi cette visite était si importante et quel impact est-ce que ça a eu sur les relations entre l'Inde et la France? Oui, bien sûr, mais j'aimerais revenir à la formule que Raja a utilisée. C'est l'Occident qui a choisi l'Inde. L'Ouest, l'Occident veut investir en Inde pour équilibrer les choses avec la Chine. Quand la menace est si énorme, il faut qu'on utilise tout pour équilibrer la situation. Et il y a des engagements différents. L'Inde a choisi l'Occident. Je ne suis pas sûre que c'est le cas. À vrai dire, si l'Inde avait choisi l'Occident, je crois que l'Inde n'aura pas toujours décidé des abstentions lors des votes aux Nations Unies. Et si l'Inde avait choisi l'Occident, l'Inde aurait imposé des sanctions sur la Russie, comme tous les alliés avaient fait. Ils avaient tous imposé des sanctions sur la Russie. Il y a un rapprochement, c'est très important, et ça s'est fait très rapidement par rapport à la situation il y a longtemps. Ça a commencé au mois de mars 2000, lors de la visite de Bill Clinton, et on voit 23 ans plus tard, la trajectoire que ça a prise. Mais on voit que c'est un processus très, très long. Ça prend du temps. Et il y a l'héritage de non-alignement qui complique les choses pour devenir un allié de qui que ce soit. L'Inde a ses partenaires, mais ne crée pas des alliances. Ça, c'est, disons, l'esprit indien. Les France investit en Inde, tout comme les États-Unis, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de manière stratégique et de manière économique. Et le sous-texte de la visite, c'est les marchés de défense, des armes. Et en France, c'est l'industrie de la défense. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est un sous-texte assez intéressant, mais il y a une différence par rapport aux États-Unis. La France essaie de ne pas antagoniser la Chine. C'est le cas de la plupart des pays de l'Europe, comme l'Allemagne, comme la visite en Chine de Scholz au printemps, après que l'Allemagne avait dit qu'une partie d'un port a été vendue à la Chine. C'est ce que les États-Unis ne feraient pas. Et il y a eu la visite de Macron, pas longtemps après la visite allemande. Et il a donné un entretien dans l'avion sur le chemin du retour. Il a dit, on veut garder notre autonomie et on ne veut pas s'impliquer dans ce que fait les États-Unis dans la mer du sud de Chine. C'est très intéressant parce que la France veut se démarquer des autres. Peut-être c'est l'héritage gaulliste. Et ceci
est quelque chose qui explique le rapprochement Inde-France. L'Inde ne veut pas un pays qui va s'aligner complètement avec toutes les décisions prises à Washington. Parce que l'Inde a l'habitude des sanctions américaines. En 1998, suite aux essais nucléaires par l'Inde, il y a les États-Unis et le Japon qui ont posé des sanctions, mais pas la France. Donc, on avait fait des essais nucléaires. Ça aurait été assez hypocrite. Donc, voilà. Donc, c'est de cette manière différente que l'Inde a apprécié l'approche. Donc, vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans un panier. Mais il faut comprendre que c'est un pays qui n'a pas sa propre industrie de défense. Donc, la plupart des choses, des engins doivent être importés, des sous-marins, des avions de chasse, 20 milliards de dollars qui sont dépensés par l'Inde sur la défense. Et la diversification est très importante. Donc, cette visite était un moyen de reconfirmer que oui, la France n'est pas un allié, mais un partenaire très stratégique. John, je voudrais revenir à la société civile, surtout parler d'une question très importante pour vous, le climat. L'Inde a changé l'accord de Paris sur le climat en 2015 et sera un leader en luttant contre le changement climatique. Est-ce que c'est une question versus la productivité, qui est un problème que Christophe a abordé en Chine, où les fonctionnaires leur disent il faut être productif, mais il faut s'occuper de l'environnement. Comment est-ce que la société civile réagit à ces enjeux absolument énormes? Un avantage que nous avons en Inde, c'est qu'à aucun niveau y a-t-il un déni qu'il y a le changement climatique, parce que nous sommes frappés le plus fort par le changement climatique. Des vagues de chaleur, par exemple, on les voit à une échelle inouïe. Chaque mois, on parle de records battus. Et le plus de précipitations dans les 100 dernières années. Et le gouvernement est bien au courant de ça, est bien conscient. Je dirais que le G20 est un très bon exemple de comment les choses ont fonctionné. Parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de résultats, il y a eu quand même un communiqué qui montrait des chiffres de fonds que le Sud global doit avoir pour lutter. On ne parlait pas de milliards, mais de trillions. Et voilà, il y a eu, on a entendu 100 milliards de dollars. Mais on a vu qu'on n'a pas eu un centime de cet argent. Mais on a toujours parlé de combien il faut au Sud global pour atténuer et gérer les pertes. Par exemple, le Pakistan a eu des pertes de 30 millions de dollars. Et ce communiqué, au moins, a parlé du besoin d'avoir 5,9 trillions de dollars. Et il faut tel montant chaque 4 ans. Donc, cette clarté, maintenant, va faire partie de la prochaine COP qui aura lieu au mois de novembre. Donc, l'Inde a pu faire ça. Il y a la clarté en termes de ce que nous voulons. Et M. Modi a parlé en 2021 et il a dit qu'il s'engage pour l'objectif pour l'année 2070. Donc, il y a de l'action en termes de politique pour
faire une collecte de ces fonds. Ils ne vont pas se fier des prêts. La politique est quelque chose qui doit être rentable. Ils regardent comment faire des politiques qui vont être rentables. Et donc, ça, c'est quelque chose de très positif. J'ai remarqué que vous avez dit que le G20 a servi quelque chose pour le climat. Mais à gauche, moi, je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à ça, que le G20 a été inutile avant de demander à l'audience. Je crois que ce n'est pas les forums multilatéraux qui vont donner les solutions. Les promesses faites qu'on n'entend pas lors des forums multilatéraux, c'est comme des chèques qu'on envoie. On voit qu'on n'a pas eu grand résultat. Il y a des pays européens qui rétractent ce qu'ils ont promis. Si vous écoutez ce qui a été dit hier à la télé, vous n'allez pas dormir. Donc, je suis d'accord avec les républicains. Il faut créer des technologies qui vont changer l'équation énergétique. Et ça, c'est ici en France, aux États-Unis. Il faut trouver de nouvelles façons de produire de l'énergie pour réduire le changement climatique. Mais je voulais juste rajouter une chose. Ce que moi je ressens, c'est que il y a certaines choses dont on a besoin pour équilibrer les puissances. Mais quand on regarde les démographiques en Occident, et le besoin de créer une structure de gouvernance, et parce que, disons, l'Occident perd son poids sur l'arène internationale par rapport à la Chine et la Russie. Il faut, disons, faire des concessions à des pouvoirs, des puissances qui sont amicales. Et je suis d'accord avec Christophe. Nous allons pas faire partie d'une alliance comme l'OTAN, mais on doit avoir un engagement, une implication qui est mutuellement, réciproquement acceptable. Et je crois que c'est là où il y a des possibilités pour développer davantage les relations entre l'Inde et l'Occident. Et voilà la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons. Et voilà ce qu'il faut continuer à viser en gérant les problèmes qui existent. Est-ce qu'il y aurait des questions en français ou en anglais? Donc, il y a des micros. Il y a un micro qui va arriver. Vous allez commencer, monsieur. Si vous pouvez juste vous présenter. Namaste, Mihanam Shalade. D'abord, je vous remercie de votre présence ici. J'ai travaillé en Inde pendant plusieurs années et je suis très attachée à ce pays par le mariage. Et j'aimerais vous donner un contexte pour ma question. Et c'est mieux de faire brièvement poser la question. Donc, l'Inde est une puissance mondiale économique et on voit que la France et les sociétés françaises veulent développer leurs intérêts en Inde comme les Rafales. Donc, d'un côté, l'Inde accueille la France, mais la France ne joue pas comme du fair play et n'invite pas des ouvriers indiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est très biaisée, qui est déséquilibrée? Moi, personnellement, je trouve que c'est très injuste. Chris, moi, je ne me sens pas compétent pour répondre à la question. Vous voulez dire que la France discrimine? Je n'étais pas au courant de ça, mais en tant qu'Indien, je comprends. Il y a des problèmes avec l'immigration. Dans chaque société,
dans chaque pays. Et je dirais que, en commençant dans les années 60, ça a créé, il y a eu une ouverture du côté de l'Occident et donc ça a créé une migration massive. Et il y a un challenge, c'est de trouver un niveau d'entente où on est d'accord qu'il y a une immigration de talent. Vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faut bien sûr prévenir la migration clandestine. Il faut négocier tout ça. Nous avons des intérêts réciproques parce que le problème ne va pas disparaître. En Europe, on entend parler de ça tout le temps. On voit ce qui se passe dans la Méditerranée. Donc, le monde n'est pas le même. Donc, je crois qu'on a besoin d'une autre entente entre l'Inde et l'Occident. Comment gérer ces challenges? Et je crois qu'on peut avoir des solutions bénéfiques au lieu de juste ouvrir la porte et laisser tout le monde rentrer. Il y a de nombreux étudiants indiens dans des écoles d'ingénieurs, dans les universités, dans les écoles de commerce. Et si leurs compétences sont intéressantes pour un certain nombre d'entreprises, ils peuvent rester en France. Mais il y a un manque de dentistes, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins en France. Et il y a des gens qualifiés en Inde qui ne peuvent pas venir en France parce qu'ils ne sont pas reconnus en France. Donc j'ai l'impression que c'est juste plus facile pour la France de faire du commerce en Inde que pour les Indiens de venir travailler en France. Je suis certain que des Indiens sont tout à fait bienvenus s'ils répondent à certains critères. Mais je pense que c'est comme avec n'importe quel pays. Un petit mot là-dessus. C'est un problème c'est intéressant, c'est un problème important pour les relations franco-indiennes, mais aussi pour les relations européo-indiennes ou Union européenne-indienne. Et quand les accords de libre-échange qui sont en discussion arriveront à ce stade-là, ça sera quelque chose qui va poser problème. Quand on a eu l'échec sur ces relations de libre-échange en 2013, c'était à cause de ça. C'est parce que les Européens ne voulaient pas de migrants. C'est un problème politique très important et c'est une vision politique. Ouais, vous n'en voulez pas, mais vous ne pouvez pas faire sans eux. C'est exactement ça. L'Allemagne a compris ça. La plupart des autres pays, le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni fait plus partie de l'Union européenne. Mais dans l'Union européenne, aujourd'hui, il y a très peu de pays qui ont compris qu'on a besoin de migrants parce que c'est quelque chose qui est tellement sensible au niveau politique, donc ils préfèrent garder la porte fermée. Et ça ne fait pas grand sens. Mais je suis ravi qu'il y a des gens qui sont prêts à dire les choses. Donc merci, nous avons des amis ici. Je vous assure qu'il n'a pas été envoyé par l'ambassade indienne. D'autres questions? Monsieur, oui. Merci. Je peux la faire en français, parce qu'il y a un terme que je ne maîtrise pas en anglais. Bonjour, merci beaucoup. Qu'en est-il du fameux collier de perles dont on parlait à un moment? Et est-ce que vous pouvez, donc dans la Chine qui essaie de contenir un peu l'Inde par le sud, est-ce qu'on peut revenir aussi sur les points de contention au nord, au niveau quels sont les points d'accrochage entre les deux pays, s'il vous plaît? Merci. On pensait historiquement que le problème était au nord, l'Himalaya, etc., ce à quoi vous faites référence. Et ça remonte à l'indépendance de l'Inde ou de la Chine. Mais 75 ans plus tard, on n'a toujours pas de solution. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans ces dernières décennies, c'est qu'il y a de plus en plus de contestations dans l'Himalaya. Il y a eu des mobilisations en Chine, des constructions d'infrastructures dans le Tibet, la même chose du côté indien. Donc le niveau d'affrontement a monté. Il n'y a pas de réponse, clairement. Les Chinois pensent... les Chinois ont l'impression de revendiquer ce qui leur apporte, ce qu'ils ont le droit d'avoir. Mais voilà, la Chine est simplement plus puissante que son voisin aujourd'hui pour revendiquer ce qu'elle pense est à elle. Voilà.
voilà, il y a eu 4 crises il y a eu 4 crises dans l'Himalaya en 2013, 2014, 2017, 2020. Et je pense que sans ça, l'Inde ne serait pas autant rapprochée des États-Unis s'il n'y avait pas eu ces crises-là. Même chose au niveau maritime. Et ça aussi, ça va continuer, voilà, parce que toutes les grandes économies étaient des grandes puissances maritimes. C'est ce que l'histoire de l'Europe nous a montré. Et la Chine, qui est en pleine émergence, va essayer de s'implanter de manière plus forte dans l'océan Indien, et ça va amener de la concurrence. On travaille avec la France dans l'océan Indien, dans l'ouest de l'océan Indien, avec les États-Unis sur l'Indo-Pacifique. Et il y aura plus de collaboration entre les puissances maritimes occidentales et l'Ouest. Mais voilà, l'Inde n'essaye pas simplement de contenir la Chine. Il voudrait essayer d'avoir une forme d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que le G20 a permis de mettre en place un accord entre l'Inde, Global Gateway, donc l'Europe et un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Oui, Christophe a dit que l'Inde ne s'abstenait pas par rapport à des choses sur la Russie, mais l'Inde ne s'abstient pas par rapport à des choses par rapport à la Chine. L'Inde a été une des premières à s'opposer à cette nouvelle route de la soie chinoise, à ce nouveau corridor. Quand Macron, Biden, la direction de l'Union européenne, de l'Arabie saoudite a dit remettons en place une connectivité entre l'Inde et l'Europe, c'est que le début. Voilà, dans ce programme du Global Gateway, l'Inde a de l'argent, l'Europe n'en a pas beaucoup forcément là-dessus. Pour l'Europe, c'est pas de l'argent nouveau, mais voilà, il y a beaucoup de l'argent qui ont été promis en tout cas. Mais voilà, aux États-Unis, c'est les marchés qui doivent amener l'argent. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont très riches. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a ce lien historique entre l'Inde et l'Europe qui est en train de se remettre en place. On a une Europe qui s'est tournée vers l'intérieur pour sa propre intégration, une Inde qui s'est retournée vers l'intérieur, et je pense que peut-être qu'en collaborant, ils peuvent peut-être remettre en place ces liens, ces connectivités qui existaient au niveau géographique, économique, maritime, etc. Une note juste un petit ajout par rapport à ça. C'est intéressant de voir comment il y a une tentative d'imiter cette nouvelle route de la soie en faisant quelque chose de similaire entre l'Europe, entre l'Inde et l'Occident. Donc cette initiative en fait partie et voilà, ça fait partie de mon idée qu'il y a une polarisation qui est grandissante. On fait quelque chose de similaire à ce qu'a fait la Chine, donc on le double quelque part. La France est encore plus intéressée que d'autres pays là-dedans, parce qu'il y a l'île de la Réunion, il y a Mayotte, il y a 1 million de citoyens français dans l'océan Indien. Et par rapport à cette expansion chinoise, voilà, c'est quelque chose qui fait peur. La Chine est au Sri Lanka, avec potentiellement du matériel militaire. Elle est aux Maldives, peut-être potentiellement. Donc ça fait partie de ce que la France appelle sa zone économique spéciale. Donc on a vraiment un scénario. Dans le passé, la Chine demandait à l'Occident de la laisser tranquille dans sa zone maritime. C'est le contraire. Mais enfin voilà, donc l'Inde est en train de demander véritablement à l'Occident de venir l'aider dans ses zones maritimes contre la Chine. Parce l'Europe dépend énormément de la Chine à plein de niveaux, mais doit essayer de résister à cette expansion chinoise.
pour ne pas être injuste envers l'Europe ou l'Europe. L'Europe et l'Inde n'essaient pas d'imiter la Chine. Qui a bâti le canal de Suez? Bien sûr, c'est une idée française. Voilà, donc on essaie de faire des choses qui sont spectaculaires que le canal de Suez. Regardez les villes... toutes les villes indiennes ont été bâties par des capitaux occidentaux, que ce soit Mumbai, que ce soit Chennai, que ce soit Delhi, etc. Donc les Chinois sont en train d'essayer d'imiter cela en faisant des projets grandioses, des choses similaires à ce qui ont été fait il y a des décennies. Mais je pense que l'Occident est en train de revenir à ses propres capacités pour penser de manière plus large, à plus grande échelle par rapport à ces partenariats. Et je pense que ce partenariat avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, etc., ça peut ouvrir de nouvelles choses. Mais oui, il faut savoir aussi que le canal de Suez a été élargi par la Chine récemment. Donc il est temps que les autres s'éveillent à ce que la Chine est en train de faire. Archin, vous vouliez ajouter quelque chose? Voilà, le fait qu'il y ait une compétition, une concurrence croissante, l'espace qui est créé par la méfiance envers la Chine, pour avoir des filières d'approvisionnement qui soient plus résilientes par rapport à la Chine. Et je pense que Raja a raison quand il dit que l'Inde a fait ce choix-là. Et quand l'Inde dit qu'elle fera des partenariats avec tout le monde sans prendre parti, et ben elle dit, ce que l'Inde dit en fait, c'est faites-nous confiance, vous pouvez avoir confiance en nous. Mais c'est un numéro d'équilibriste qui est extrêmement compliqué à mettre en place. Si on réussit à faire ça, l'Inde a des chances de devenir un partenaire économique encore plus important dans le monde. Mais voilà, c'est pas un hasard. Si on dit d'autres questions en français, en anglais. Madame. Namasté, namaskar. Pour revenir au niveau humain, on est inquiet de voir aux nouvelles que les musulmans sont persécutés en Inde. Qu'en pensez-vous? Et un deuxième point, quel est l'avenir des peuples du nord-est de l'Inde, comme les Mizo et les Nagas, qui ont leur propre culture et qui tiennent à leur autonomie? Est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre question? Quand on suit les nouvelles, on voit que quand on n'est pas hindou, qu'on est musulman ou même chrétien, enfin les musulmans particulièrement sont persécutés violemment. C'est ma première question. Sinon, ma deuxième question concerne les peuples du nord-est de l'Inde, Naga, Mizo, qui ont leur propre culture, qui y sont très attachés et qui tiennent à leur autonomie, et pourtant qui sont harassés par l'armée indienne. Je peux répéter ce que j'ai dit, mais ce ne serait pas très intéressant. Donc, j'ai plutôt changé d'angle. On peut dire que la construction nationale, dans la plupart des pays, implique la disparition du multiculturalisme. On peut considérer que construire une nation, ça veut dire imposer la culture du groupe dominant. C'est comme ça que beaucoup de nations, y compris la nôtre d'ailleurs, se sont construites. Effectivement, on a petit à petit fait le ménage, entre guillemets, et dans nos annales, il y a un épisode particulièrement sanglant que l'on passe souvent sous silence, c'est ce qu'on appelle le génocide vendéen. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais il existe, et on peut considérer que ça fait partie de la trajectoire normale, naturelle, inévitable du nation building.
Et puis on peut se dire que il y a aussi un respect de la diversité qui doit être partie prenante de la construction nationale, et que dans un pays aussi vaste, la diversité culturelle, elle est inévitable et elle doit être reconnue. De fait, c'est un pays fédéral qui a calé son fédéralisme sur des critères ethno-linguistiques, puisque chaque État ou presque parle sa langue. Et aujourd'hui, on voit un centralisme, une centralisation qui va de pair avec ce majoritarisme qui transforme les minorités en citoyens de seconde zone. Alors, ça, c'est l'image globale. Maintenant, vous posez une question plus spécifique concernant le Nord-Est, qui est effectivement particulièrement variée, puisque vous avez 7 petites entités politiques à la frontière de la Chine et de la Birmanie, qui sont chaque fois elles-mêmes diverses et plurielles. Et aujourd'hui, il y en a une, le Manipur, qui est à feu et à sang depuis juin dernier, dont on parle très peu, mais qui est le reflet de ce majoritarisme appliqué cette fois-ci alors aux chrétiens. Alors, ça a des implications, internationales, parce que cette zone est quand même celle par laquelle l'Inde peut se relier à l'Asie du Sud-Est, à la Birmanie, à la Thaïlande, et Dieu sait s'il y a des projets de connectivité internationaux dans la zone. Finalement, ne pas prendre la mesure des risques de déstabilisation intérieure que le majoritarisme implique, c'est aussi se priver de ressources internationales dans une zone comme celle-ci. Et il faut espérer que ce sera la raison pour laquelle on va finir par, en quelque sorte, revenir à la normale. Pour l'instant, ça va faire 6 mois maintenant. Et encore hier, il y a eu plusieurs centaines de morts, plus d'une centaine de morts. On est dans une situation de quasi-guerre civile, en vérité, dans cette zone assez reculée, assez inaccessible, et donc d'une couverture médiatique difficile. Des commentaires là-dessus? Par rapport au nord-est, si vous prenez la province du Yunnan, donc au sud-est de la Chine, c'était des zones autochtones avec beaucoup d'autonomie, etc. Mais le fait qu'il y ait une expansion chinoise au sud de la Chine, la colonisation anglaise et la colonisation de la Birmanie, ça a créé depuis une centaine d'années des conflits violents entre les gens des plaines et les gens des montagnes, entre différents groupes religieux, entre les bouddhistes et les non-bouddhistes, entre différents groupes tribaux. Donc il y a vraiment beaucoup de remous, quelque part, dans ce monde-là. Est-ce que l'Inde le gère de façon responsable? Il y a eu des succès depuis 75 ans. Il y a eu des provinces, des États qui ont été créés, des gens qui ont été intégrés. Mais avec le développement pour des ressources par rapport à la migration, on parle de migration en Europe, vers l'Europe, mais la migration interne en Inde et dans le Nord-Est, ce sont des sources de conflits, là encore. Et pour aller, si on va au-delà des titres des journaux, et c'est un défi véritablement pour la Chine et pour la Birmanie aujourd'hui. Si vous allez en Pakistan, à la frontière avec le Baloutchistan, l'Afghanistan, dans les frontières pakistanaises, dans l'Himalaya, toutes les zones qui ont des populations autochtones où l'État moderne, sous le colonialisme, essaie de pénétrer, il y a encore cet héritage-là. C'est une tragédie parce que beaucoup de gens en souffrent. Et étendre l'État moderne dans ces zones-là, imposer des lois modernes ou des formes modernes de gouvernance, cela pose problème. Il y a des conflits de manière presque ininterrompue entre des Baloutches jusqu'à la frontière birmane. C'est comment est-ce qu'on le gère et pour notre propre bien et par rapport au regard du monde.
c'est une tâche très très difficile hein, pour le Pakistan, pour l'Inde, pour la Birmanie. La Birmanie est un pays qui est dirigé par une junte militaire qui elle-même doit faire face à des conflits internes, de dissidents, de groupes ethniques, donc elle n'est pas dans un état de gouvernance qui est D'autres très, très questions? reluisant. Oui. Du fait de l'encerclement par la Chine, enfin, du fait de l'encerclement de l'Inde par la Chine, l'Inde développe-t-elle une stratégie équivalente qui répond au collier de perles? Si le Portugal a réussi à établir des bases en Inde au XVIe siècle, voilà, l'Inde, voilà, on voit c'est quelque chose qui se passe depuis très très longtemps. La Chine a établi une base à Djibouti, on est en train dans la Chine, au Sri Lanka, aux Philippines, etc. Donc voilà, la présence maritime indienne existe. Et l'Inde et les forces maritimes mondiales sont en train d'essayer de rivaliser, de rétorquer par rapport à ça, avec une collaboration maritime, par exemple, une collaboration navale. Et les pouvoirs, les pouvoirs occidentaux ont aussi des bases comme cela. La France a des territoires dans l'océan Indien, la Réunion, Diego Garcia avec les États-Unis. France a une base dans les Émirats arabes unis. Donc nous sommes en train d'essayer de collaborer plus étroite avec l'Occident pour avoir... voilà, la Chine a le droit de faire peut-être de faire ce que d'autres pays coloniaux ont fait dans le passé, ou ce que les puissances modernes occidentales font. Mais si vous dites à la Chine qu'elle n'a pas le droit de venir, ils viendront quand même, parce qu'il y a tellement de choses en jeu, en Afrique notamment. Ils dépendent des ressources métallifères, en Afrique notamment. On sait qu'il y a eu... Voilà, voilà, je pense qu'il y a une forme de concurrence aujourd'hui. Mais il faut espérer que ce soit fait de manière pragmatique, qui n'entraîne pas de conflits sérieux. Ça, c'est la vraie question. Archana, je me demandais, selon vous, en Inde, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à l'émergence de l'Inde, au fait de contenir la Chine, aux enjeux de politique étrangère, de l'alignement avec l'Occident ou avec la Chine? C'est quelque chose qui joue un rôle dans la vie quotidienne des gens par rapport aux enjeux sociétaux? Est-ce que c'est en haut de la liste pour les gens? Je pense qu'il faut regarder les médias sociaux pour répondre à ça. Et si vous voyez que... Oui, le ministre des Affaires étrangères est évidemment très, très, très important sur les médias sociaux. Mais voilà, la Chine est vraiment au cœur de toutes les discussions, que ce soit l'économie, que ce soit la sécurité, que ce soit la place de l'Inde socialement. Toute discussion porte sur la Chine quelque part. Et depuis 2020, où la Chine est arrivée à nos frontières, eh bien, cette discussion n'a fait que s'élargir. Donc, pour répondre à la question, oui, ça fait partie, c'est une partie importante des discussions, et c'est important pour un Indien ou une Indienne moyenne, la manière dont nous gérons cela. Et c'est pour ça que voilà, cette histoire est racontée, et c'est pour ça qu'il y a des conversations à ce sujet-là. Parce qu'une des choses, un des boulots les plus importants, une des sources d'emploi très importantes en Inde, c'est l'armée. Et donc c'est important pour les Indiens, ce qui se passe à nos frontières et dans la compétition, la concurrence économique. Et c'est important d'être une superpuissance pour les gens, que l'Inde en soit une. Oui, c'est quelque chose qui est en train de prendre racine dans un pays aussi jeune que l'Inde, parce que dans les universités, dans nos écoles, ce sont des discussions qui ont lieu. Et je sais que les jeunes
commence à apprivoiser cette idée. C'est une génération qui est très confiante, qui a confiance en elle. Et quand... C'était très évident. C'est une génération qui est curieuse, qui a confiance en elle, et c'est une génération qui est très connectée. Donc oui. Il y avait une question au fond. Oui, monsieur. Oui, merci pour ce débat, ces échanges. Je voulais savoir comment, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a des échanges assez importants de pétrole entre la Russie et l'Inde. Et bon, est-ce que l'Inde a entre guillemets, envie de diminuer ces échanges pour faire un peu plus pression, aider l'Occident à faire pression sur la Russie? Moi, je pensais qu'on aidait l'Occident en achetant le pétrole russe. Les Américains l'ont dit d'ailleurs publiquement. Si on ne laissait pas le pétrole russe arriver sur le marché, eh bien tout le monde va se tourner vers l'Europe vers le Moyen-Orient, vers la Norvège, etc. Si tout le monde allait vers la Norvège ou vers le Moyen-Orient, le prix du pétrole monterait encore. Donc voilà, donc ça veut dire que si ce pétrole russe est vendu quelque part, les prix ne montent pas. Donc voilà, on a dit à l'Inde de prendre une partie du pétrole russe pour baisser la pression sur le marché pétrolier mondial. Mais ce qu'on a vu en Europe, on a vu que voilà, la Hongrie en a une part, l'Europe s'assure qu'au nom de ces sanctions, il ne faut pas se faire du mal à soi-même. Et donc le principe que les sanctions, si les sanctions nous font mal à nous, est-ce que l'adversaire a mal aussi avec ces sanctions-là? Donc c'est qu'il n'est pas trouvé dans des sanctions. Et donc l'idée, en fait, le fait que l'Inde puisse acheter le pétrole russe, c'était ça, pour qu'il y ait un plafond sur le prix. Voilà, l'Europe achète toujours du gaz. Nous, on achetait principalement notre gaz du Moyen-Orient, parce que c'était près de chez nous. Mais l'Europe n'est pas dans une position de se libérer complètement de l'énergie russe, mais ils ont réussi à le baisser de manière très très importante. Mais je pense que la collaboration entre l'Arabie Saoudite et la Russie est en train de faire monter les prix. Donc le défi pétrolier sera là, mais pas forcément dans la manière dont vous l'avez exprimé. C'est une partie du problème, mais ce n'est pas la seule. Mais clairement, si l'Inde continue à avoir des relations commerciales avec la Russie, ça n'envoie pas de bons signaux aux États-Unis ou aux Européens. Mais j'ai dit, l'Europe aussi a des relations commerciales avec la Russie. C'est vrai. On ne peut pas arracher, on peut pas couper les pipelines du jour au lendemain, mais vous ne pouvez pas, donc c'est pour ça que ce plafond des prix est quelque chose qui a permis de réduire les revenus que la Russie allait avoir en exportant son énergie. Et le gouvernement américain n'a pas critiqué l'Inde sur ce plan-là. Il dit que l'Inde est important pour nous aider à laisser des prix bas. Mais dans le même temps, les Russes et les Saoudiens collaborent aujourd'hui pour refaire monter les prix. Donc il faut gérer ce marché pétrolier et trouver des façons de collaborer. Tout simple de dire montrez-moi votre loyauté, à qui vous achetez, etc. Non, je pense que le gouvernement américain a été très sensible à en termes de compréhension. Et si on exclut les commentaires occidentaux dans les médias, je pense qu'il y a assez de compréhension entre les gouvernements européens et indiens pour essayer de trouver un accord sur ce point-là. Des mots de conclusion, Christophe, Archana, avant que nous ne partions. Un petit ajout. On n'en a pas du tout parlé. L'économie politique de l'Inde est en train de changer ces jours-ci, en ce moment. Et c'est un développement très intéressant qu'on peut constater, l'émergence d'une forme d'oligarchie avec très peu d'entrepreneurs qui contrôlent de grands secteurs de l'économie.
Et c'était pas comme ça dans le passé, jamais dans le passé en Inde. C'est un autre défi. Le Gautam Adani, par exemple, son émergence, avec une sorte d'émergence météorique, les gens le comparent avec Dhirubhai Ambani, mais on ne peut pas comparer quand on voit la quantité et la qualité de ce qu'il contrôle, de ce qu'il a acquis. Donc cette économie, comment cette économie politique va influencer la politique étrangère, c'est une dimension intéressante. Monsieur Adani a des mines de charbon en Australie, des ports à Haïfa en Israël. Donc c'est vraiment intéressant la manière dont les gouvernements et les acteurs du secteur privé forment une sorte de joint venture, si vous voulez, de collaboration. Donc quand on regarde la politique indienne aujourd'hui, il faut prendre en compte ce genre de variables, c'est nouveau. Il faut également prendre en compte une autre variable qui est la diaspora, on n'en a pas du tout parlé, sauf via les migrants et la migration, mais ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, a quelque chose à voir avec cette autre connexion très importante entre le gouvernement indien et ces communautés indiennes dans les pays que je viens de mentionner. Donc je pense que le monde est en train de changer sur le plan-là, et quand on regarde les affaires étrangères, il faut voir l'articulation entre ce qui se passe au niveau domestique et au niveau international, pas seulement au niveau officiel ou institutionnel, mais aussi des acteurs transnationaux, des hommes d'affaires d'un côté et la diaspora de l'autre. C'est vraiment le thème de cette conférence. Raja veut avoir un dernier mot. Je crois que le capitalisme n'a pas été créé ou construit par des saints. Et on a bien appris comment traiter avec les capitalistes. Les capitalistes ont été tenus à l'écart de la politique étrangère. Mais entre Lockheed et Rafale, il y a une impasse. C'est une question de beaucoup d'emplois. Je crois que l'Inde utilise ses capitalistes pour promouvoir le pays. On commence à apprendre ceci. On a été de très bons élèves. Archana, à vous, je veux dire que d'un côté, je suis d'accord que je vois que l'Inde se trouve dans une position très intéressante politiquement, économiquement et géopolitiquement. Mais on a dit, oui, ça va être intéressant de voir l'impact, pour moi comme journaliste, l'impact des discussions publiques sur les oligarques et ce qui se passe avec eux dans la partie nord-est et comment l'Inde traite avec ces minorités en 2024. Ce sont des risques, mais je crois qu'en ce moment, les occasions, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses que les risques. Et j'espère qu'on va pouvoir se réunir de nouveau ici dans quelques années. Merci. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour commenter les élections indiennes et le rôle de l'Inde dans le monde. Merci à tous.